C'est parce que tout est plus ou moins préparé, tout est acté, qu'on vient sur la place publique pour faire l'annonce. Vous avez vu le président du Niger, voilà, le président Tiani, il n'avait jamais frontalement attaqué ou accusé ni la Côte d'Ivoire, ni le Bénin, encore moins la France. Donc quand il sort pour indexer les responsables de l'attaque de l'aéroport de Niamey, il profite pour dire que désormais, ils ne vont plus adopter une position attentiste, ils ne vont plus seulement subir, mais ils vont maintenant rugir. Ils vont rugir parce que il a indexé ceux contre qui le rugissement aura lieu. Il pouvait simplement dire, nous nous sommes fait attaquer, nous allons réagir vis-à-vis de ces attaques, parce que nous savons plus ou moins les pays qui sont tapis dans l'ombre et qui travaillent bien évidemment à déstabiliser nos différents régimes. Il pourrait le dire, c'est un langage diplomatique. Il n'a pas besoin de nommer, il n'a pas besoin d'indexer, il n'a pas besoin de situer les responsabilités. Mais quand il dit clairement que la France, la Côte d'Ivoire et le Bénin sont ceux-là qui travaillent à déstabiliser les différents pays de l'AES, il pouvait s'arrêter à là. Mais il ne va pas s'arrêter à là. Il dit qu'ils vont rugir. Les gens pensent que le président du Niger s'est prononcé sur le coup de l'émotion. Les gens pensent que c'est sur le coup peut-être d'un sentiment, donc de la colère, suite à cette attaque, qu'il s'est prononcé comme simplement pour effrayer. Comme pour simplement effrayer ou alors menacer ou intimider. Il faut faire très attention. Jamais les pays de l'AES ne se sont prononcés, je vais dire que suite à toutes les attaques ou toutes les tentatives de déstabilisation dont ils sont sujets, jamais il n'a été évoqué qu'ils allaient aussi réagir. Donc, quand on vient maintenant sur la place publique pour annoncer des actions qu'on veut faire, c'est parce que tout est déjà plus ou moins acté. Quand Mamadou Touré, il sort et puis il vient dire Ouattara travaille à un grand parti capable de gouverner pour les 25 prochaines années, ce n'est pas maintenant qu'ils vont préparer ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas maintenant qu'ils sont en train de préparer la relève pour les 25 prochaines années. C'est-à-dire le plan pour maintenir le pouvoir pendant les 25 prochaines années. Là. C'est pas maintenant qu'ils sont en train de préparer ça. Ça veut dire qu'ils ne parlent pas parce que c'est maintenant qu'ils vont se mettre à la tâche pour voir comment est-ce qu'ils vont travailler à gouverner pendant les 25 prochaines années. Quand il sort pour dire ça, c'est parce que le projet est déjà clair. Ceux qui devaient valider l'ont déjà validé. Les hommes ressources, je parle de... Excusez-moi, j'ai bloqué un peu les gars, parce que mes mots ne sont pas là. Voilà. Donc, ceux qui doivent travailler à mettre en place ce projet de gouvernance de la Côte d'Ivoire pour les 25 prochaines années, les différents acteurs sont déjà connus. Le plan pour pouvoir gouverner, donc demeurer à la tête de la Côte d'Ivoire pendant les 25 prochaines années, selon qu'il le dit, ce plan-là est déjà tracé. Donc la machine du RHDP qui va permettre que le RHDP demeure à la tête de la Côte d'Ivoire pendant les 25 prochaines années, cette machine-là est déjà en action. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un aveu très dangereux. Parce que quand il dit que Ouattara prépare un grand parti capable de gouverner pour les 25 prochaines années, ça veut dire que dans leur entendement, il n'aura jamais une alternance en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que démocratiquement parlant, cette alternance dont rêvent les Ivoiriens
pour mettre la personne qui veut la tête de Côte d'Ivoire, cette alternance-là n'aura jamais lieu. Ou sinon, c'est dans un rêve. Ils nous ont montré les méthodes par lesquelles ils entendent rester au pouvoir. Depuis les élections de 2015, 2020 et 2025, la méthode pour rester au pouvoir est connue de tous. Ça veut dire que tant qu'ils seront là, cette même méthode sera employée parce que cette méthode a fini de faire ses preuves. Ils n'ont jamais pu être évincés depuis qu'ils utilisent cette méthode-là. Donc, ils sont conscients que leur méthode va leur garantir la tête du pouvoir pendant encore 25 prochaines années. C'est ça qu'il est en train de nous annoncer. En fait, il n'est pas en train de dire que c'est maintenant qu'ils vont travailler à cela. Il nous annonce clairement que ils entendent rester au pouvoir pendant 25 ans et plus. Tout est déjà calé, tout est déjà prêt. Donc, il vient maintenant nous l'annoncer. Bonsoir, camarade. J'espère que tu vas bien. Donc, c'est ce que nous avons toujours dénoncé pour dire, si nous ne réagissons pas vis-à-vis du 4e mandat, les mandats illégaux et anticonstitutionnels vont s'enchaîner sans que personne ne puisse maudire. Ceux qui ont décidé de faire la politique autrement, là, demandez-leur par quelle magie ils seront candidats à l'élection de 2030. Vous n'avez pas été candidat à l'élection de 2025. Les mêmes acteurs sont encore là. Les mêmes cuibières, les mêmes camarades, la dame du Conseil constitutionnel, tous ceux-là qui ont géré ou qui ont travaillé à ce que le pouvoir soit braqué là. Ils sont encore là. Alassane Ouattara encore là. Téné Birahima Ouattara encore là. Tous ces personnages sombres là, ceux qui ont travaillé à faire du 4e mandat un mandat illégal, ceux qui ont travaillé à braquer le pouvoir, à faire ce coup d'état là, sont encore là. Donc, je ne sais pas pourquoi d'autres partis politiques se projettent pour 2030. Pour dire non, en 2030, on va gagner. Vous allez gagner quoi? Quand on a un objectif pour aller loin, c'est maintenant qu'on le prépare. Quand, comment il s'appelle, Mamadou Touré, sort pour nous dire qu'ils sont en train de préparer à mettre un grand parti capable de gouverner pendant 25 ans, c'est parce que selon eux, tout est déjà calé. Tout est déjà calé. Et vous savez la méthode employée, le musulman de l'opposition, la répression et surtout l'emprisonnement ou alors les assassinats ciblés et enlèvements et autres. Et cette façon de faire leur a toujours réussi. Et ils le font en toute impunité. C'est pour ça que nous avons dit, il est inutile d'essayer de changer de posture, ou alors il est inutile de penser que en se rangeant, en rentrant dans les rangs, ça vous donnera une chance un jour de pouvoir vous faire entendre et même mieux de gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que dans leur plan, Mamadou Touré le dit ici, ils ne vont pas lâcher la Côte d'Ivoire. Ils se préparent même, ils ont déjà mis en place leur programme ou leur projet de prédation de la Côte d'Ivoire pendant les 25 prochaines années. Donc, ceux qui pensent qu'il va y avoir une alternance là, ceux qui ont décidé d'aller faire la politique autrement là, ceux qui ont décidé de rentrer, faire fonctionner les institutions d'un pouvoir illégal là, qu'ils viennent nous expliquer. Oui, Belayed, comment ça va? Qu'ils viennent nous expliquer comment ils vont faire. Parce que là, Mamadou Touré vous a prévenu, il n'y aura pas d'alternance en Côte d'Ivoire. Il n'y aura aucune forme de démocratie. Le pouvoir sera entre nos mains pendant les 25 ans. Ce n'est pas maintenant qu'ils sont en train de préparer, c'est déjà préparé. Donc c'est à nous de voir. Est-ce qu'on pense pouvoir tenir avec le RDR à la tête de la Côte d'Ivoire pendant les 25 ou 30 prochaines années à venir? C'est à nous de voir. Les Ivoiriens sont en train de pleurer le coût du loyer. Le loyer est trop cher. C'est difficile de se loger en Côte d'Ivoire. Il est impossible d'avoir une petite maison. Les studios sont hors de prix, alors que les salaires ne suivent pas. Nous ne sommes pas suffisamment payés pour pouvoir faire face aux charges de la vie courante. Mais vous pensez que cela est lié à quoi? C'est l'échec de la gouvernance de Ouattara. Quand vous venez dans un pays
ou alors vous décidez de gouverner un pays, c'est parce que vous avez fini de prendre la température, si je peux m'exprimer ainsi, de ce pays-là. Quand je dis vous avez fini de prendre la température de ce pays, vous avez fini en fait de faire l'état des lieux. La concentration économique de la Côte d'Ivoire ne peut pas être uniquement qu'à Abidjan. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être uniquement qu'à Abidjan. Abidjan a besoin de souffler un peu. La demande est trop forte et l'offre est très peu. Et c'est normal. C'est le principe de la demande et de l'offre. Il y a un manque criard de logement. Le gouvernement s'en est rendu compte. Quelles sont les mesures qui ont été prises? Est-ce que même si on arrive à satisfaire la demande, on pourra toujours contenir dans même Abidjan que vous voyez là? Réfléchissons ensemble. Réfléchissons ensemble. D'abord, il n'arrive pas à mettre un programme efficient à l'effet d'absorber cette forte demande qui consistera à loger décemment les Ivoiriens et à un coût abordable. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les terrains qui vont servir de lieu pour bâtir des logements, les terrains là sont occupés ou alors appartiennent à des privés. Donc les privés ont toute la latitude de faire le prix qui leur convient, puisqu'il n'y a aucune norme, aucune réglementation en la matière. Aussi, vous avez vu que la Côte d'Ivoire, chaque année, ne fait qu'augmenter ses taxes. Et ces taxes-là touchent pratiquement tous les secteurs d'activité. Donc, allez-y voir un peu les différents les matériaux qui rentrent en compte pour la construction des logements et autres. Mais il y a des taxes exorbitantes là-dessus. Que fait le gouvernement pour soulager ceux-là qui veulent construire? Non, je veux dire que ce que nous vivons là, c'est petit. Le coût de logement là, c'est petit. Et vous là, ça c'est rien. Je vais vous poser la question. Est-ce qu'il était ainsi en 2015? Est-ce que, c'est vrai, la vie était aussi difficile, hein, mais est-ce que les coûts des logements étaient aussi hauts? Moi, je pose la question. Faisons un rétropédalage 10 ans derrière. Non. C'était quand même à la limite de l'abordable. On pouvait quand même encore espérer avoir des logements à des prix abordables. Vrai ou faux? 2020, là encore ça allait un peu. Mais c'était très difficile parce qu'on sentait qu'il devenait de plus en plus difficile de se loger. En 2025, on est pris à la gorge là. Donc vous voyez qu'il y a une évolution négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus nous avançons dans le temps, plus l'envolée du coût de la vie devient de plus en plus pesant. C'est-à-dire que cette cherté-là se ressent de plus en plus. Il y a une pression qui ne dit pas son nom. Les Ivoiriens sont pressurisés. C'est-à-dire, on vous étouffe. Vous comprenez? Et ces gens qui vous étouffent, qui ne peuvent pas vous trouver des solutions quant à vous loger, c'est ceux-là qui vous prédisent d'être là encore pendant les 30 prochaines années. Donc, c'est à nous de voir si on est à l'aise avec ça. Vous pensez que cette dette immense-là, mais qui la rembourse en fait? Moi, j'ai comme l'impression que les Ivoiriens pensent, mais c'est la dette-là que vous sentez comme ça. Parce que l'État n'a plus les moyens pour vous soulager. L'État ne peut plus rien subventionner, ce n'est pas possible. Toutes les subventions, c'est-à-dire les fonds dégagés à l'effet de soulager les populations, mais ça va rembourser cette dette immense-là. Et comme c'est difficile, on va encore chercher de l'argent dans vos poches. Et ça, c'est ce qu'on appelle un échec. Ils ont échoué clairement à vous satisfaire sur le plan du logement. Eux-mêmes, quand ils sont venus, ils ont dit qu'il y avait un déficit de près de 50 000 logements. Mais comment est-ce qu'ils sont venus à bout de ce problème-là? Quelles sont les mesures prises? Il n'y en a aucune. On vous a promis des maisons ici à combien? 25 millions, non? Ou bien 5 millions? 5 millions pour payer un peu, des choses comme ça. Vous payez combien? 25 000 francs par mois, des choses comme ça. C'est irréalisable. Des gens
ont souscrit à ce projet-là. Des gens, des Ivoiriens ont sorti de l'argent. C'en est où? Est-ce que déjà ceux-mêmes qui ont souscrit se sont vus être remboursés? Non. Maintenant, de deux, on est tous conscients que non seulement c'est difficile de se loger, mais ceux-mêmes qui ont fait l'effort de pouvoir construire, là, vous avez vu les déguerpissements qui ont eu lieu. Pourquoi des déguerpissements? On peut déloger 5000 familles. Est-ce que vous savez ce que représente 5000 familles? Ça peut faire une petite ville, 5000 familles. On vous met à la rue, on vous met à la porte. Parce qu'il y a des terrains qu'on a promis en vente à des partenaires privés, à des amis, à des copains qu'on veut cadoter. C'est ça qui vous attend dans les 25 prochaines années. C'est ceux-là qui n'entendent pas lâcher prise sur la vie des Ivoiriens. Quand vous voyez un tel gouvernement, qu'est-ce qu'ils vont vous apporter de nouveau? Les Kabania, les Anouloutou, tout ce ramassis de personnages-là. Qu'est-ce qu'ils vont apporter de nouveau à la Côte d'Ivoire? Ça fait combien d'années ils sont là? Qu'est-ce qui a changé? À chaque fois qu'on leur demande quelque chose, qu'est-ce qu'ils disent? On a fait route. C'est parce qu'ils vous brandissent. Toutes les revendications sociales qui leur sont soumises, est-ce qu'ils apportent des réponses idoines à ces revendications-là? Est-ce qu'ils daignent même écouter tous ceux qui posent des problèmes quand même qui sont justifiés? Est-ce qu'ils osent même, je ne sais pas. On dit la vie est chère, mais quelles sont les mesures prises pour soulager, ne serait-ce que le quotidien des Ivoiriens? Que fait l'État de Côte d'Ivoire? À part voler l'un des Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Est-ce que dans cette gouvernance-là, dans ce nouveau gouvernement que vous avez vu là, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau? Moi, je vous pose la question. C'est les Mamadou Touré là qui sont toujours là. C'est les Anne Ouloto là qui sont toujours là. C'est les, comment ils s'appellent, les Kabanyale là. C'est eux qui sont toujours là. C'est les Patrick, c'est les mêmes. C'est combien de temps on roule avec eux? Dites-moi, quelle est la plus-value? Qu'est-ce qui vous a soulagé? Venez nous répondre, venez nous dire quel est le bénéfice qu'on a depuis que ce même gouvernement est là. Absolument rien. Tout ce qu'on sent clairement, c'est que les choses deviennent de plus en plus difficiles. C'est palpable. Voici la crise dans la filière café-cacao. Je vais faire un live pour expliquer ce qui se passe. Je vais faire un live pour expliquer ce qui se passe. Il dit quoi, vous l'avez vu ça pendant 50 ans? Il n'y a pas de problème. Même si on doit vivre ça pendant 200 ans. Mais une chose est sûre, c'est que tout ça là, ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Moi, je veux simplement parler à mes frères ivoiriens pour montrer le danger dans lequel nous sommes. C'est clair que on est dans une situation difficile, mais c'est une situation qui n'est pas désespérée. Vous voyez, un gouvernement qui est rempli des gens du Nord. Bloquez les animaux là. Bloquez-les. S'il n'y a pas de monde, il y a coupé le live. Parce que ça m'énerve. Et j'ai pas envie de dire de gros mots en fait. Parce que je suis très énervé. Donc, continuons. Ce sont des gens qui sont de très mauvaise foi. Vous voyez? Ils nous ont dit qu'ils étaient exclus. Et suite à cela, ils ont décidé de réparer cette injustice-là. Mais de la plus mauvaise des manières. Par les armes. Réparer. Est-ce qu'ils repartissent de façon... Quand ils dénonçaient ça hier, alors qu'il n'en était rien d'ailleurs, et qu'aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui s'érigent dans cette façon de faire,
Donc, quand je dis on n'aura pas pitié, c'est comme si, c'est une façon de dire on aura. Parce qu'ils nous ont montré comment on gouverne un pays. Ils nous ont montré que quand tu as un pouvoir, il n'y a pas de concession à faire. Il n'y a pas de pitié. C'est eux qui nous l'enseignent. Parce que tous les présidents de la Côte d'Ivoire qui ont succédé là, ils ont toujours ouvert les bras à toutes les parties. Ils ont toujours fait la part belle à tout le monde. Il n'a jamais été question de privilégier X ou Y. Aujourd'hui que vous êtes au pouvoir, vous volez milliards sur milliards. Mais allez développer le Nord. Je crois que c'est bien vous qui, à Odéné, avez mis en place la première pierre d'une usine de riz, je crois bien. Depuis 2020 ou quoi là. Mais allez-y, inaugurez cette usine-là. Vous fuyez le Nord et vous venez tous dans le Sud. Vous faites des investissements massifs avec l'argent volé. Et puis vous vous plaignez que le Nord a été délaissé. Alors que c'est vous qui êtes au pouvoir. Vous avez dit être là pour rétablir une injustice. Non, normalement, les usines devaient pousser partout au Nord. Le développement là, c'est pas une couche de goudron qui, dès l'entame des premières pluies, s'effrite. Non, c'est pas ça le développement. Le développement, c'est de créer des conditions pour que les populations puissent s'émanciper. Créer des conditions pour que cette pauvreté endémique qui mine le Nord là, s'en aille très loin. Pour que les gens là-bas puissent avoir une vie telle qu'ils n'ont point à envier qui que ce soit. Mais vous abandonnez ce Nord pour qui vous vous êtes tant battu selon vous. Et vous êtes tous reclus à Abidjan ici. Et c'est à Abidjan où vous vivez. Et ces mêmes gars-là, dans cette souffrance qu'ils ont due là, ils vont faire comme si tout va bien. Et ils vont invectiver nous autres là, qui ne faisons que dénoncer les différents maux dont ils sont victimes. C'est-à-dire, nous-mêmes, on a pitié d'eux-mêmes, mais eux n'ont pas pitié d'eux. Moi, je vais dire quelque chose. Tout ce qui est en train de se faire, je ne dirais pas c'est une leçon pour nous, mais ça va au moins renforcer cet amour profond que nous avons pour la Côte d'Ivoire. On va passer à autre chose. Les Ivoiriens auront compris l'importance de protéger leur pays. On aura compris l'importance véritablement de prendre soin de ce que nous avons. On aura compris qu'il faut véritablement se préférer. Quand vous voyez les gars qui sont sortis menacer les communautés nigériennes, est-ce que vous avez vu le procureur là, sortir? Parce que ce sont des menaces qui ne sont même pas voilées. Ce sont des menaces qui sont ouvertes. Est-ce que vous avez vu le juge ou alors le procureur venir dire non, il ne faut pas que ça se fasse ou venir simplement les interpeller? Ça veut dire que du côté de leur côté, la justice n'existe pas réellement. Mais c'est à nous là, nous autres qui essayons de dire les choses. Est-ce que moi, ce que je suis en train de dire là, je mets à mal les institutions de la Côte d'Ivoire? Juste parler, juste dénoncer des dérives, des travails et tout ça. Est-ce que je suis un danger pour la Côte d'Ivoire? Mais regardez, je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que j'ai fait réellement? Alors que eux, hier, ils étaient en Côte d'Ivoire. Ils étaient libres de dire tout ce qu'ils voulaient. On était là, nous sommes des contemporains. Ils ont pris le soin d'insulter, de dire tout et n'importe quoi. Qui les a inquiétés? Quel Ivoirien est à l'extérieur et puis il parle et puis on dit non, tu ne peux pas rentrer? Stay Cells, ouais, comment tu vas, camarade? Hein? Ils étaient libres. Mais nous, on est dans notre pays. JFK, il y a une situation qu'il a dénoncée. Un seul personnage. Il dit, on veut voir clair dans cette façon de faire les concours. Là. On ne peut pas prendre 400 personnes sans que le public ne soit informé. Sur quelle base cela s'est fait? Venez nous expliquer, c'est louche.
ça laisse sous-entendre que les concours sont biaisés à la fonction publique. Normalement, la ministre ou je ne sais qui, en tout cas quelqu'un indiqué, devrait le recevoir clairement ou alors faire un communiqué public pour expliquer les modalités ou bien comment est-ce qu'il se fait que des personnes soient enrôlées sans que le grand public n'en soit informé. Et puis c'est tout. Mais on prend le jeune homme, on le fout en prison. Donc demain là, quand ils n'auront plus le pouvoir là, et il y a des choses sur lesquelles ils ne seront pas d'accord là, est-ce que eux là, ils pourront se plaindre? Est-ce qu'ils pourront revendiquer? Est-ce qu'ils pourront parler? Moi je vous pose la question. Parce qu'ils nous ont montré qu'en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas parler ou tu ne peux pas, je veux dire, te plaindre d'une situation où le gouvernement est mêlé, où il y a un acteur politique qui est mêlé, en tout cas proche du gouvernement. Ils nous ont montré ça. Donc, demain, est-ce que eux-mêmes là, ils pourront se lever pour venir parler? Voilà mon frère Gala Kolebi, qui est en prison. Gala Kolebi là, c'est pas un assassin, c'est pas un meurtrier. Donc, on ne peut pas dire de Gala Kolebi qu'il porte atteinte aux institutions de la Côte d'Ivoire, que c'est un terroriste et tout ça. Non, c'est pas possible. Gala Kolebi, il ne parle qu'au travers de sa page Facebook. Ce sont les écrits. Quand il y a des situations qui ne sont pas claires, il essaie de porter son analyse sur la situation. Ça contribue à enrichir, je veux dire, la culture démocratique du pays, parce que c'est la divergence des idées là, c'est la contradiction, c'est la confrontation des arguments là, qui fait que le pays démocratiquement est intéressant. C'est tout ça qui consacre l'état de droit, parce que les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent. Dire ce qu'on pense ne fragilise aucunement un pouvoir en place, quand celui-ci n'a rien à se reprocher. Donc on arrête Gala Kolebi, on le jette en prison et puis il est là-bas, sans forme de jugement. Donc ça veut dire que demain, quand ils ne seront plus là, s'il y a une situation malencontreuse dont ils vont sûrement se plaindre, ils ne pourront pas s'exprimer au travers de leurs réseaux sociaux. Parce qu'ils nous ont montré que c'est une entorse à la loi. Quand tu fais ça, tu es réfractaire à la loi. Donc tu es passible de poursuite. Non, on va appliquer ça. On va appliquer ça. Les Ivoiriens souffrent. Moi, je leur dirais, prenons notre mal en patience, mais adoptons une posture de combat, c'est tout. Une posture de combat, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas accepter ce qui est en train de se passer. Au moins dire, je ne suis pas d'accord avec ce quatrième mandat. S'il y a des choses, il faut arriver à le dire. Nous savons tous que c'est très difficile de le faire en étant en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous autres, on parle. Parce que nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, mais nous y avons des proches. Est-ce que c'est une situation qui est acceptable? Maintenant, voilà le gars, là, Mamadou Touré. Des gens qui n'ont pas le sang ivoirien, qui viennent nous dire que pendant 25 ans encore, ils vont nous oppresser. On prend des dettes colossales au nom, pour le compte des Ivoiriens. Et ces dettes-là ne servent pas à ce pourquoi elles sont contractées. Et qui paye tout ça? C'est le pauvre Ivoirien. Comment? Mais par l'augmentation des taxes, par une annexe fiscale moribonde qui cloue véritablement les Ivoiriens au pilori, qui fait que le peu qu'ils gagnent là, malheureusement, ils sont obligés de se faire voir arracher ce peu-là, parce que le gouvernement en a besoin pour faire face à cet endettement massif dont on n'a pas besoin, clairement. Où va tout le blé là? À quoi ça sert? Qui construit immeuble 5 milliards en Côte d'Ivoire? Moi, j'ai vu des immeubles 1 milliard, 2 milliards. Qui construit ça? Quel Ivoirien en ce moment qui a l'argent pour construire immeuble milliard? Qui? Ce sont eux. Et c'est par leur faute aussi. Il faut noter ça que les coûts des loyers sont exorbitants. C'est eux qui construisent immeubles à 6 milliards, 200, 300, 600... c'est pas nous. Pourquoi? Parce que l'argent volé là, il faut bien le blanchir. Il faut bien je sais pas. Et ce sont les pauvres Ivoiriens, mais qui endurent tout ça. Non seulement, non contents de nous avoir tués, parce que pour être là, ils nous ont tués, massivement même d'ailleurs. Ensuite,
ils nous mettent en prison, ils nous musellent, on n'a pas droit au poste, au concours de la fonction publique. À chaque fois qu'il y a des concours, les noms qui sont cités sont des noms à consonance nordique. Ce sont eux seulement qui sont pris dans les concours. Je n'invente rien. Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire avec sa famille. Ils occupent tous les secteurs les plus juteux, les plus productifs. Ils sont dans l'immobilier, dans le café cacao, ils sont dans le pétrole, ils sont dans tous les secteurs productifs de notre économie. Et en plus, ils dominent le secteur, ou alors, je n'ai pas dit secteur, ils dominent le pouvoir d'État. Quand on nomme son frère vice-premier ministre, ça veut simplement dire que c'est le futur président. Est-ce que ça là, c'est, il y a une façon est-ce que ça là même, on a besoin d'être politicien pour comprendre ça? Merci là, dit. Moi, je dis, il y aura d'énormes chantiers qui vont nous attendre. On doit restructurer la Côte d'Ivoire et redonner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Tous ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire là, où est l'Ivoirien qui est dedans là? Moi, je vous pose la question. Tous ceux qui nous gouvernent là, où sont les Ivoiriens qui sont dedans? Donc, pourquoi vous voulez qu'ils aient de la compassion, de la pitié pour nous? Pourquoi vous voulez qu'ils aient du mal à s'abstenir de nous tuer, de nous jeter en prison? Quand tu jettes un jeune homme comme Ziggy, là, Ziggy, il avait quoi? Ziggy, là, il a quel âge? Quel est le danger potentiel que représente Ziggy pour un pouvoir? Dites-nous, c'est quoi? Quand on arrête des leaders d'opinion, quand on arrête des hommes d'État qui ont servi l'État de Côte d'Ivoire, et on les traite comme de vulgaires voleurs, de vulgaires personnages, on les bastonne, on les jette en prison, on malmène leur famille, on les prive de leurs ressources pour les animaliser, pour les déshumaniser. Est-ce que quelqu'un peut faire ça à son frère? Quand vous regardez Brahima Téné, qui dit ouvertement, attendez, il a bloqué quelqu'un. Après, tu vois mon live. Voilà. Quand vous voyez Brahima Téné, je vais vous montrer quelque chose. Je suis vraiment épuisé, mais je voulais pas laisser. C'est comme ça, moi, ici. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais le retrouver. Un instant. Hein. Où je retrouve ça. Excusez. Hein. Je vais faire un direct pour vous expliquer la crise du café cacao. Je vais faire un direct. Je vais vous expliquer ce qui se passe réellement. Parce qu'ils ont arrêté 2 présidents des syndicats dans le secteur du café cacao. Je vais vous dire pourquoi on les a arrêtés. Vous allez voir comment la Côte d'Ivoire... Non, ça me fait trop mal. Est-ce que vous savez ce qui se passe même? Est-ce qu'on a conscience de ce dans quoi les gens sont en train de nous emmener? Regarde, chose ne se fait pas, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon du tout. Ces personnes-là, ils n'en ont que de la vie. Ils s'en foutent de la vie. Ils s'en foutent de ce que les Ivoiriens peuvent endurer, peuvent ressentir. Non, ce n'est même pas quelque chose dont ils se soucient. Laissez-moi retrouver ce que je cherche là. Oh, est-ce que j'ai retrouvé? Désolé, hein. Faut que je retrouve ça. Désolé. Il y a tellement de trucs dans mon téléphone. Voilà. Vous savez ce que veut dire 4e mandat? Il va vous montrer votre futur président. Le futur président de la Côte d'Ivoire, là. Il va s'adresser à vous. Il va vous dire ce qu'il entend faire de vous. 4e mandat, c'est leur incompétence. Disons-nous les choses comme elles sont.
Si les Ivoiriens sollicitent encore Alassane Ouattara, ils savent ce qu'Alassane Ouattara peut leur apporter. Et vous avez une minorité qui s'agite depuis quelques jours. On va les gérer. Laissez-nous les gérer. Il faut qu'on arrête. Et vous avez une minorité qui s'agite depuis quelques jours. On va les gérer. Laissez-nous les gérer. Votre futur président, il dit que vous êtes une minorité. Quand vous dites à des gens qu'ils sont minoritaires, c'est parce que non seulement vous ne vous souciez pas d'eux, mais surtout, vous n'allez pas chercher à prendre en compte leurs désirs, parce que pour vous, c'est la majorité qui compte. Lui là, il dit des Ivoiriens que ce sont des gens qui s'agitent. Il est en train de dire vos cris, vos pleurs, tout ce que vous donnez comme, comment on appelle ça, comme douleur et tout ça. Pour lui, ce sont des choses qui ne comptent pas. Et bien au contraire, on doit vous gérer. Mais vous avez vu comment il nous a géré, non? Vous avez vu comment il nous a... C'est lui qui a dit, c'est pas Draman. Puisque c'est lui qui est le ministre de la Défense. Et il traite les Ivoiriens qui ne sont pas forcément en accord avec leur façon de faire. Il traite ces Ivoiriens-là de minoritaires et il promet de les gérer. Mais vous avez vu comment s'est fait la gestion? C'est la prison. Ce sont les assassinats, les enlèvements. C'est lui qui est le patron à Sébroko. C'est lui qui est le chef des encagoulés. Mais tout le monde voit comment les encagoulés s'illustrent. Quand ils rentrent chez les gens à des heures indues, est-ce que c'est quelque chose qui est permis par la loi? Non. Quand le procureur sort pour dire « Je suis le chef des encagoulés », c'est parce que le procureur répond directement de « Téné Birahima ». Il n'y a aucune loi. Donc, il dit clairement que il va vous gérer, en fait, il va vous tuer. Il va utiliser les moyens les plus terribles pour vous faire taire. Parce que vous êtes une minorité et vous n'avez pas droit à la parole. Parce qu'il dit, il y a une minorité qui s'agite. Voici comment quelqu'un dont on prédit qu'il sera président à la Côte d'Ivoire, voici comment il parle de ceux qu'il va administrer. Et tout cela, dites-moi si ce sont des frères ivoiriens. Moi, je vous pose la question. Lui là, qui le connaissait avant? Ceux-là, lui qui dit va nous gérer là, qui le connaissait avant? Qui avait entendu parler de lui quelque part? Quel est son parcours? Quels sont ses faits d'âme? Qu'il nous montre un peu ses amis, avec qui il a eu son parcours scolaire, avec qui il a eu, je sais pas moi, dans la vie active, dans son curriculum, ceux-là où ils sont. Vous voyez? Des gens qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, qui ont découvert la Côte d'Ivoire, qui ont vu à la Côte d'Ivoire un gâteau qu'ils peuvent se partager. Maintenant, il vient, c'est lui, un inconnu, un parfait inconnu. C'est lui qui va vous diriger. Mais voici comment il vous parle. Il va vous gérer. Et vous voyez comment il nous gère. Je vais dire, il faut réagir. Il faut réagir. Les Ivoiriens pensent qu'ils ont bu le calice jusqu'à la lie. Non, 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 non. La coupe n'est pas encore pleine. Ça ne fait que commencer. Pourquoi? Parce que ils se sont rendus compte que le 4e mandat, là, selon eux, c'est quelque chose, c'est un exploit qu'on peut rééditer de la façon la plus simple, parce qu'ils savent qu'ils pourront marcher sur les Ivoiriens comme ils veulent. Et puis, il n'y a rien. Au contraire, les partis politiques vont finalement jeter l'éponge pour aller se mettre à la table pour manger avec eux, pour dire, oh, tout ce qui s'est passé là, c'est du passé. On a entendu dire ça, Jean PDCI. Les morts pendant cette situation de crise, les enlèvements, les arrestations, des parents, des mamans, des jeunes qui n'ont fait que faire une seule chose, utiliser leurs droits démocratiques, exprimer simplement ce que leur confère la loi. Une protestation
pacifique. Les gens ne l'entendent pas de cette façon. Ils répriment cette manifestation. Ça crée des morts un peu partout. Et puis, il y a des gens qui disent non, il faut oublier, c'est rien. Allons de l'avant. Mais vous allez de l'avant comment? Quelqu'un qui promet vous gérer. Quelqu'un qui ne promet pas vous regarder comme un interlocuteur viable. Quelqu'un qui ne cherche pas à prendre en compte les préoccupations de ses concitoyens. Avec lui là, ça dit, vous faites quelle politique? Il y a quelle politique à faire avec celui-là? Il n'y a aucune politique à faire. Puisque c'est la loi de la force en fait qui règne. Donc, il n'y a pas de raison pour eux, mais de prendre en compte vos douleurs, vos revendications. Non. Tout ce que vous devez faire, c'est de plier les chines, c'est de vous courber, c'est d'accepter de subir. C'est tout. On va vous voler, on va vous tuer, on va vous réprimer, on va vous jeter en prison, et puis vous la fermez, non à gouverner la Côte d'Ivoire pendant 25 ans. C'est ce que Mamadou Touré dit. Mais est-ce que ce sont des Ivoiriens? Ce problème-là, moi je vais en faire mon cheval de bataille. La vérité, ce sont des non-Ivoiriens qui nous gouvernent. C'est pour ça qu'ils sont sans état d'âme. Quand il y a Camara là, son village est où? Montrez-les nous. Ceux qui gèrent l'État là, l'État de Côte d'Ivoire là, c'est qui? Ce ne sont pas des Ivoiriens. Est-ce que c'est faux? C'est faux? Ce ne sont pas des Ivoiriens. Maintenant, il y a des frères ivoiriens qui se sont associés à eux pour tuer ceux-là aussi là. En fait, leur responsabilité sera, je vais dire, sur le même diapason. Ça veut dire qu'ils seront sur le même niveau que ces étrangers-là qui nous foutent la merde, qui nous tuent là, qui nous ont tués là. On peut pas parler un président de la République ne peut pas venir dire les chiens, les chiens à bois, la caravane passe. Qui traite-t-on de chiens? Donc vous voyez, on ne représente même pas une espèce humaine à leurs yeux. C'est pour ça que dès que vous l'ouvrez, on vous prend en prison. Vous n'avez même pas la possibilité de faire usage de vos droits. Vous n'êtes même pas présumé innocent. Il n'y a même pas la présomption d'innocence qui prévaut. Vous n'avez même pas droit à un procès équitable. Ça dit que le gars, il se réveille matin, ta tête l'énerve, il envoie les encagoulés. On va t'arrêter, on chicote ta femme, on chicote tes enfants. Et puis toi, on t'enlève, on te met en prison. Maintenant, eux, ils promettent être là pendant 25 ans. Donc nous, on dit quoi? On peut supporter ça encore pendant 25 ans. Vous êtes sûr? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les Ivoiriens doivent comprendre que nous sommes dans une situation où il ne s'agit pas forcément d'action politique, puisque nous ne sommes pas en face des gens qui respectent les règles de la politique. Ils ne respectent pas ça. La force du nombre doit être de notre côté. Nous ne devons pas forcément remettre notre lutte, notre libération entre les mains du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, il nous montre le chemin. Il nous dit qu'il comprend nos douleurs, mais il veut nous appeler à une prise de conscience. Sinon, comment allons-nous nous libérer? Vous êtes sûr que vous pouvez tenir encore 25 ans sur ça là? Hein? Bloquer les gars là, pardonnez. Bloquer les apatrides là. Les bouviers là, les moutons là. Je veux dire, la balle est dans notre camp. Quand j'ai vu la sortie de Mamadou Touré, qui est un fils d'immigré, qui n'est pas ivoirien, en fait, ça ne fait que me remplir de colère de jour en jour. Honnêtement, ça ne fait que me remplir de colère. Mais je veux dire, la colère ne suffit pas à elle seule. Vous voyez que les Sud-Africains, leur lutte, vous savez pourquoi elle a abouti?
le temps de leur lutte a duré presque 82 ans. Ils ont vraiment subi. Mais en face de ce pouvoir ségrégationniste, ils ont maintenu un point clé. La revendication de leurs droits. Ils estimaient que, de la même façon que les Blancs jouissent de leurs droits, mais c'est de la même manière que les Noirs doivent aussi jouir de leurs droits. Donc c'était une lutte pour retrouver leurs droits, puisque leurs droits étaient bafoués, brimés, et ça faisait d'eux des citoyens de seconde zone. On a mis en place une politique ségrégationniste où ils sont reclus ailleurs et ils ne peuvent pas vraiment profiter de leurs droits en tant qu'êtres humains aussi. Donc, cette base revendicationnelle-là, ils l'ont maintenue. Ils n'ont pas lâché ça d'un seul iota. Nous, on dit, ce 4e mandat, on ne le reconnaît pas. Nous ne reconnaissons absolument pas. Nous n'allons pas nous abaisser devant ça. Nous allons toujours le dénoncer. Parce que c'est la base de la lutte. Et c'est cette base-là qui va créer le rapport des forces. Mais imaginez-vous, tout le monde finit par dire, bon, c'est bon. Mais c'est un boulevard. C'est un boulevard. Pourquoi est-ce que ils veulent coûte que coûte que le PPACI reconnaisse le pouvoir d'Alassane Ouattara? Alors qu'on dit que bon, c'est un parti vieillissant, c'est un parti fini, c'est un parti qui ne peut plus rien apporter aux Ivoiriens. Leur leader même, c'est difficile, tout ça. Mais pourquoi ils ont besoin que le PPACI donne ce quitus-là pour dire, bon, on reconnaît? Je vais vous dire, tant que dans une lutte, il y a des hommes pour affirmer une posture claire, sans ambiguïté, c'est cet embryon-là qui donne naissance au fleuron de la liberté. C'est ça qui est important. Vous voyez? Et il faut utiliser toute forme d'expression pour continuer de maintenir cette flamme de l'espoir. Il n'y a que des attardés, des personnes hébétées, des gens dépourvus de tout sens, qui pensent que tout est éternel sur la terre. Tant que nous sommes sur la terre, tout a une fin. La vie même là, elle a une fin. Et elle est cyclique. Il y a un début, il y a une fin. Donc ce pouvoir moribond là, il aura forcément une fin. Mais quelle est la posture que nous adoptons pour que cette fin là puisse arriver, pour que les Ivoiriens soient libérés? J'ai posé la question, les 38 ministres là, qu'est-ce qu'ils peuvent changer à la Côte d'Ivoire? Mais ce sont les mêmes. Est-ce que vous ne les connaissez pas? Les Kabanyali, je ne sais pas moi, les Kabanyali, citez-moi le nom des câbles là. C'est les mêmes gars que vous connaissez. Oui, il y a quoi de nouveau? C'est ceux-là que nous allons supporter 25 ans. En tout cas, Mamadou Touré, il vous annonce clairement que le projet de la prédation de la Côte d'Ivoire par le RDA est déjà acté. D'où la création d'un poste de vice-premier ministre. En fait, qui est le véritable président de la République. Pourquoi? Ouattara, je n'ai pas de sortie. On met son frère là. Et puis, la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. On n'est pas dans un empire. Ce n'est pas l'empire Mossi. Ce n'est pas le royaume de Congo. C'est eux qui disent qu'ils viennent de là-bas. Hein. Moi, je sais que c'est faux. Nous sommes dans une république. Le pouvoir ne se transmet pas par hérédité. Ce n'est pas une affaire de sang. Ce n'est pas le papa qui a créé la Côte d'Ivoire. Je crois que le papa était chef du village d'un village burkinabé là-bas. Donc, s'il doit hériter de quelqu'un, mais c'est de leur papa qui était chef du village d'un village burkinabé, ou bien, est-ce que c'est de la Côte d'Ivoire que Ouattara doit passer le flambeau? Nous sommes dans une république. Une république a son mode de fonctionnement. Il y a une constitution qui garantit cette alternance à la tête.
de l'État. Donc c'est ça qu'il faut respecter. Non, eux ne respectent pas ça. Il va nommer son petit frère vice-premier ministre qui est en fait le vrai premier ministre. Et puis, on va lui passer le flambeau petit à petit. Il va prendre ses marques. Il va complètement se comporter comme un président bis. Parce que vous savez que le véritable maître d'œuvre d'une action gouvernementale, ben, c'est le premier ministre. C'est lui le Manitou. C'est lui qui gère tout. Il a les tentacules un peu sur tout. Donc, il contrôle. Donc, en fait, c'est le président. Donc, on va le mettre dans le mood. On va le mettre dans l'ambiance en tant que gestionnaire des affaires courantes de l'État. Et puis, quand on va estimer que véritablement, il a les bons contacts, il a véritablement la même mise, il maîtrise tous les rouages, tous les arcanes et tout ça, mais vous allez voir, sans faux fuyant, les conditions seront réglées pour que ce soit lui le président de la République. Et puis, selon eux, comme les Ivoiriens, à chaque fois qu'on leur impose des choses inacceptables, ils plient les chines. Donc, ils vont s'en donner à cœur joie. Mais jusqu'à quand? Les pleurs des loyers chers, là, ça ne va jamais se résoudre. Parce que tant qu'ils sont là, ils ne pourront jamais apporter une réponse aux solutions des Ivoiriens. Ils se sont fait appeler la solution, mais au fait, ils n'ont fait que ramener des problèmes aux Ivoiriens. C'est ça. Donc, on pleure, les loyers chers, la vie est chère, mais ça part d'une mauvaise gestion des affaires courantes de l'État. Parce qu'ils ne sont pas capables. La seule chose qui les préoccupe, c'est partager la Côte d'Ivoire comme un gâteau, être dans les secteurs juteux de notre économie et puis gérer le pouvoir d'État en famille. C'est tout. Assurer la survie du clan et garantir les intérêts du patron, donc la France. Maintenant, vous là, si vous ne mangez pas, qu'est-ce qu'ils en ont à cirer? Ils s'en foutent. Si les loyers sont chers, qu'est-ce que le gouvernement en a à foutre avec? C'est eux qui mettent des taxes, tout et tout, sur les matériaux de construction. C'est eux qui le font. Donc, ils savent très bien qu'en faisant cela, il y aura une répercussion sur le coût des loyers et tout. Ils savent tout ça, mais ils s'en foutent. Ça fait 15 ans, on est dedans. Donnez-nous ce qu'ils ont fait aux Ivoiriens. Et puis on dit, oui, le pouvoir des Draman a fait quelque chose. Peut-être que moi, je peux me manquer des choses, ou bien dites-moi la seule chose qui a été faite. Et puis on a ressenti ça dans la vie des Ivoiriens. C'est 13e mois des fonctionnaires là, 15 000 là. Et puis après on passe derrière. Oh, Seigneur Jésus. Dites-nous ce qu'ils ont fait de nouveau. Je vous attends. Écrivez. Quelle est la solution qu'ils ont apportée à un problème clé de ce pays-là? Dites-nous. Les vols nous coûtent au bas mot 1400 milliards. Vous savez ce que c'est que 1400 milliards? 1400 milliards en 10 ans de vol, ça fait 14 000 milliards. C'est plus que même le budget. Ça dit, on mange le... Oh, c'est pas vrai. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Donc, les pleurs pour dire non, les loyers sont chers, il n'y aura aucune solution. Ils n'ont jamais pu donner ou bien trouver une solution aux problèmes qui minent la vie des Ivoiriens. Ils ne le pourront pas. Parce qu'ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas venus au pouvoir pour solutionner vos problèmes. Ce n'est pas pour vous qui sont là. Qui vous a dit que c'est pour vous? On tue ceux pour qui on veut gouverner. Ceux qu'on veut gouverner, là, on les tue. Ou bien ceux qu'on veut améliorer les conditions de vie, on les met en prison. Ou bien on les empêche de parler. Mais si tu veux améliorer les conditions de vie de tes concitoyens, mais il faut les laisser te dire leurs revendications. Il faut les laisser te dire ce qu'ils estiment ne pas être bon ou bien prendre en compte leurs suggestions. Ils ont pris en compte les suggestions de qui? Ils vous ont écouté quand? Toutes les lois qu'ils prennent, toutes les lois qu'ils prennent, comment on appelle ça? Les gars tapotés, ici, il y a reçu avertissement. Voyez ce qu'il dit là, c'est pas trop intéressant, tapoter. Toutes les lois qu'ils prennent là, c'est laquelle des lois qui a été en faveur de la population ivoirienne? Dites-moi. Alassane Ouattara,
Il s'est adressé aux Ivoiriens lors d'un congrès là, où il a dit clairement la cherté de la vie. Il a donné des recommandations, il a dit au gouvernement de s'en charger. Il n'y a pas de solution pour vous. Ils ne sont pas là pour vous. Donc, si la vie est chère pour vous, ils n'ont rien à foutre. Est-ce qu'eux, ils vous ont dit que la vie est chère pour eux? Quand on peut se permettre de bouffer fonds de souveraineté de 340 milliards, là, pourquoi ils vont se soucier de ce que vous avez ou de ce que vous n'avez pas? Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter de nouveau? Rien. Les plaintes là, luttant pour le coût des loyers, oh, c'est zéro. Je ne dis pas ça pour décourager, hein. Je suis en train de dire la réalité, c'est zéro. Parce que il n'y a pas une revendication posée par les Ivoiriens qui a été prise en compte. Vrai ou faux? Les docteurs qui sont sortis de l'université là. Mais ils ont dit, mais nous on sort de l'université, vous nous produisez, on sort de notre formation académique. Quelles sont les méthodes ou quels sont les moyens ou quels sont, je ne sais pas, que met en place l'État pour que le marché de l'emploi nous absorbe, au moins ça. Mais quelqu'un qui dit ça là, est-ce qu'il a tué? On les a mis en prison. Quand on n'a pas de solution, on met en prison. Ils ont mis Dugarry en prison, les syndicats des enseignants là. Est-ce que les revendications posées par les enseignants étaient des revendications qui étaient justifiables? Est-ce que c'était tenable? C'était des revendications qui étaient justes. Mais quand ils ont fini de discuter le soir, Dugarry à la maison, on l'a foutu en prison. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de solution à vos problèmes. Donc on dit non, coût de loyer, ça n'a rien à voir. C'est petit, ça va augmenter. Puisqu'il y a 5 ans, 6 ans derrière, les coûts n'étaient pas aussi exorbitants. Donc plus on progresse, plus on sent la cherté de la vie à cause du fait que il y a une mauvaise gestion de la chose de l'État, des fonds publics. La Cour des comptes a rendu son rapport ici. Il y a les 600 milliards qui se sont volés ici. Il y a les 20 milliards ici. Mais vous pensez que cet argent-là n'aurait pas pu servir à aider au moins le quotidien des Ivoiriens à combler le gap de production de notre électricité à cause du gap de production de 140 milliards. C'est pas ça qu'ils ont pris comme justificatif pour augmenter le coût de l'électricité. C'est la 140 milliards, la Côte d'Ivoire n'a pas. Alors qu'il y a des détournements de 500 milliards qu'on voit ici partout. Moi, je sais pas. Je vais vous dire. Les revendications, là, ça n'ira nulle part. Le loyer est cher. Ça sera toujours cher. ça va même dépasser là-bas. Parce que quand on veut que quelqu'un puisse se loger là, on ne casse pas sa maison. D'ailleurs, même tu n'arrives pas à solutionner le problème du logement. Tu sais qu'il y a un gros déficit, plus de 50 000. Tu n'arrives même pas à faire les 1 quart, les 1 cinquième pour loger tes concitoyens. Mais tu vas casser le peu qu'ils ont là. Donc, il n'y a pas de logement et on casse le peu qui est là. Comment vous voyez ça? Il n'y a pas de travail et on casse les magasins des gens qui sont dans le secteur informel. L'État n'a aucun mécanisme d'accompagnement pour ces gens-là. Ils se débrouillent. Et puis le peu qu'ils trouvent à investir, là, on vient casser ça, on les fout à la rue. Et c'est sur un tel gouvernement, vous voulez faire monter des revendications. Oh, vous rêvez, arrêtez, vous rêvez. C'est zéro. C'est zéro. Je ne sais pas comment ils vont vous dire qu'ils ne sont pas là pour vous. Je ne sais pas en quelle langue. Votre prochain président, il a dit que vous êtes une minorité qu'on doit gérer. Et il vous montre comment il vous gère. C'est le patron des encagoulés. Vous ne voyez pas comment les encagoulés gèrent là? On te bastonne, on te fait faire des avions, on te jette en prison. Tu n'as pas droit à un conseil, tu es là-bas, on ne sait pas comment te juger. Et puis tu es là-bas, tu es enfermé, tu souffles le matin, on s'en fout. Tu es malade, tu n'es pas malade, on s'en fout. On ne regarde pas tes droits, ça, on s'en fout de ça. Donc un tel gouvernement ne peut pas vous aider. Parce qu'ils ne sont pas là pour vous aider. Quelqu'un qui vole 100 milliards, on ne le met pas en prison. Donc, à quel moment? Parce que celui qui vole de l'argent public, il fait du tort au peuple. Ce n'est pas son argent, c'est notre argent à nous. Donc, quand il se saisit de cet argent-là, c'est un tort qu'il cause.
Cet argent aurait pu peut-être créer des conditions pour la création de 2-3 usines. Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être même améliorer les conditions de vie des citoyens qui sont dans une zone enclavée. Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être que cet argent aurait pu mettre en place du matériel médical à l'effet de prendre en charge les patients. Qu'est-ce que j'en sais? Donc, quand quelqu'un se rend coupable de ce genre de détournement-là, la logique aurait voulu, et même la loi aurait voulu, que ce dernier soit épinglé, arrêté et puis jugé pour ces faits-là. Mais est-ce que c'est le cas? C'est-à-dire ceux qui vous font du tort, là, c'est eux qui paradent dans les grosses voitures. Moi, j'ai vu voiture à Abidjan, Rolls-Royce Spectre. C'est 300 millions. Le dédouanement varie entre 150 millions. Ça roule à Abidjan. Qui roule ça? Qui roule? C'est vous qui roulez. C'est les Ivoiriens qui ont les moyens de sortir. Merci. Merci beaucoup. C'est les Ivoiriens qui ont les moyens de s'offrir ce genre de voiture-là. Mais c'est votre argent. Sous vos yeux, sous vos nez. On dit on roule Lamborghini. On roule des voitures de... On peut se permettre, on peut offrir des voitures de 200 millions à des copines. 200 millions. On paye ça et puis on offre ça à la 5e copine. Donc, et les premières copines, elles reçoivent quoi? Mais c'est avec l'argent de qui? Donc, un tel gouvernement-là ne va jamais prendre en compte les besoins. C'est pas possible. Il n'y a aucune solution pour les Ivoiriens. On n'est pas encore compris ça? Tant qu'ils sont là, il n'y aura aucune solution. La seule solution, c'est que vous êtes une minorité qu'on doit gérer. Et ils le font. C'est tout. Maintenant, Mamadou Touré, qui est un apatride, qui n'est pas un fils, qui n'est pas un frère ivoirien, vient vous dire que Ouattara, là, il a déjà créé les conditions pour que il vous gouverne pendant les 30 années, les prochaines années à venir. Je pose la question, qu'est-ce qu'on fait? En cherchant la Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelque chose qui me fait plus mal que ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas aidé. Il n'y a pas quelque chose qui me détruit. Ça me fait trop mal. Mais, je ne désespère pas. Hein. Je veux simplement que les Ivoiriens, les véritables, nous les enfants de ce pays-là, on puisse être ensemble pour mener ce combat de la libération-là. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas de l'utopie. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Pourquoi? C'est pas impossible. Parce que si on reste là, regardez Téné Birahima, succéder à Ouattara, vous voyez comment il nous gêne, non? On l'appelle la fiole, non? Ou bien, il va fioler tout le pays. Il va fioler tout le pays. Hey, ça fait combien de temps je parle? Non, j'ai dépassé. Ouais, j'ai dépassé. Donc, c'était mon entretien journalier. Je vous ai dit, hein, chaque jour, on aura un live de 1 heure de temps. Et puis les week-ends, on va aller beaucoup plus loin. Donc, c'était juste vous parler de ce que pourra faire le RDA. Les frères, c'est notre pays. Ne désespérons pas. C'est notre pays. Des étrangers ne peuvent pas nous malmener indéfiniment. Et le dire là, ce n'est pas être xénophobe ou quoi. Et il faut arrêter d'être complexé vis-à-vis des thèmes. Cette vérité-là, on doit la dire. Ceux qui nous gouvernent ne sont pas des Ivoiriens. C'est pour ça qu'ils ne sont pas compatissants. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pitié. Ils s'en foutent. Donc il faut récupérer le pays. C'est tout. C'est la seule solution. Tout ce qu'on peut dire, les loyers sont chers, on ne peut pas se loger, le coût de la vie est ceci et cela. On mange... Oh, il n'y a pas de solution. Ne vous fatiguez pas, pas de solution. Ils ne sont pas là pour ça. Voilà, je vous ai mis au défi de me montrer une solution qu'ils ont apportée vis-à-vis d'un problème posé par les Ivoiriens. Il n'y en a pas. Au contraire, quand les Ivoiriens se font l'effort ou bien se démènent à poser des revendications qui sont entendables,
Comment on leur répond? On les jette en prison. Il n'y a pas de réponse. Donc, quand on te jette en prison, c'est une intimidation. Pour lui, désormais, on ne veut plus jamais que tu poses un problème. Sinon, voici la réponse qu'on va t'apporter. C'est une intimidation. Donc, c'est à nous de choisir. Il ne se cache pas. Comment ils appellent? Mamadou Touré est venu nous dire qu'on est encore dedans pour 25 ans, pour 30 ans. Donc, à nous de voir si on a la force pour supporter. En tout cas, moi, je n'ai pas la force pour supporter. Moi, je n'ai pas la force pour supporter. Et ce n'est pas impossible de mettre fin à tout ça. Ce n'est pas impossible. D'autres peuples ont fait. D'autres pays ont pu résister. C'est vrai, les Ivoiriens ont été traumatisés. Et c'est fait exprès. Tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire sont des faits traumatisants. On veut traumatiser ce peuple-là, leur inculquer une peur, leur montrer le chemin de la soumission. On veut nous lobotomiser, faire de nous des hommes, mais sans cervelle. On veut faire de nous des humains, mais sans conviction. Ceux-là qui acceptent tout. On veut nous enlever ce qui fait de nous des êtres humains. Or, ce qui fait de nous des êtres humains, c'est notre capacité à réfléchir. Mais on nous demande de ne pas réfléchir, de tout accepter. Sinon, il y aura des mesures de rétorsion. Voici comment est-ce qu'on nous a éduqués. Depuis que Ouattara a pris le pouvoir, là, il a gouverné par 3 façons. La division, la peur et puis les assassinats. C'est tout. Vis-à-vis de cette façon de faire, comment faire baisser, comment faire tomber, comment déchirer ce rideau de la peur là? Parce que c'est la peur qui fait que ça murmure. Tu appelles Abidjan, ça chuchote. Mec, Joe parle. Il dit, mais il ne va pas parler. Hein. Les gens écoutent tout. C'est la peur qui fait ça. Une peur, quand elle est ancrée, quand elle est inculquée dans l'esprit d'un peuple, ce peuple-là devient comme des zombies. Nous ne sommes pas des zombies. Et cette peur-là doit être vaincue. Et les Ivoiriens ont montré que cette peur-là n'a pas d'ascendance sur eux. Sinon, on ne serait pas sorti massivement le 11. Des frères ivoiriens savaient très bien à qui ils avaient affaire en essayant de manifester, en essayant d'exercer leurs droits constitutionnels. Ils le savaient très bien. Mais la cause se nourrit de sacrifices. La liberté, c'est d'abord le sacrifice. C'est verser des larmes. C'est verser de la sueur. C'est verser du sang. Faites tout. Nous ne sommes pas loin. Vous comprenez? Nous ne sommes pas loin. En tout cas, moi je ne désespère pas. J'ai confiance. Parce qu'il y a un leader qui a décidé de ne pas baisser la culotte, qui a décidé de ne pas se soumettre. Le nom 4 mandat là, c'est en fait refuser de se soumettre. Tout ce que Ouattara a vu, c'est qu'on soit soumis. C'est tout. Et c'est ce que d'autres partis ont fait. Ils ont décidé de se soumettre. Ce que nous faisons, on veut toujours maintenir la flamme de la lutte. On veut continuer de faire cet éveil de conscience. Je sais que les Ivoiriens en ont plus que ça, en ont plus que là. Je sais, nous savons tous. Mais les lamentations et la peur ne nous sauvera pas. La lamentation ne va pas nous sauver, la peur non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? La solution est où? Entre nos mains. Le pouvoir de décision nous appartient. Les rapports des forces, si ce rapport-là doit être inversé de notre côté, c'est bien évidemment du côté du peuple. Nous n'allons pas réécrire l'histoire. Ce sont des faits qui ont été déjà vécus ailleurs. Aujourd'hui, c'est nous qui en faisons les frais. Mais comme c'est quelque chose qui a déjà été vécu, il faut se lever. Sinon, les Mamadou Touré, là, ils vont fatiguer. Hein? Les Mamadou Touré, leur groupe, là. Les TBO, là. C'est des gens sans pitié. Hein? Vous avez vu comment ils ont traité leurs pauvres gars qui se sont sacrifiés pour eux. Ils ont été sans pitié. Même pas, ils ne se sont même pas souvenus de tous les sacrifices. Ils ne se sont même pas dit, bon, en bas, bon, il y a longtemps, nous. C'est vrai, peut-être la commencé à zaïr, mais bon, comme c'est notre gars, non. Il n'y a pas de pitié. Il fonctionne textuellement comme le diable. Aucune miséricorde.
Tout ce que tu dois faire, c'est de te soumettre. Accepter de te faire traire comme une vache qui regarde un train passer. Jusqu'à quand? Donc, ce plan sur les 25 prochaines années, là, je ne pense pas que ce soit adressé au peuple de Côte d'Ivoire. Ça va prendre fin. Moi, j'ai foi. Et vous savez que nous sommes tellement écoutés. Nos vidéos vont tellement... Il faut que ce petit reste-là puisse tenir bon. C'est très important. Les gens prévoient nous gouverner pendant 25 ans, alors qu'ils ne savent même pas ce qui va se passer demain. Personne ne peut prédire, personne ne peut présager de ce qui va arriver demain. Donc si eux, ils s'y voient dans 25 ans, nous, on s'y voit demain tout près là. En tout cas, force à nous. Beaucoup de courage. Je n'entendais pas rester longtemps, puisque je fais mes panels maintenant 1 heure, chaque 1 heure, je ne dure pas. Je vais plutôt faire... voilà, je voulais pas... je vais brosser ça un peu. Sans ça, si je ne parle pas de ça, ça me fait bizarre. Hein? Ça me fait bizarre. Vous voyez, qui regarde bien l'affaire de Epstein, à politesse, bonsoir mon frère. Qui a vu un peu ce qui se passe? Vous avez vu, bon, on a épinglé des gens ici et là, certains dirigeants et tout ça, qui font des choses très sales et tout. Mais pourquoi tout ce qui est sale dans le monde là, il faut que il y ait les Ouattara là-dedans? C'est-à-dire, tout ce qui est sale, tout ce qui n'est pas recommandable, toutes ces pratiques, je ne sais pas, absurdes là, pourquoi il faut que ces gens-là soient trempés là-dedans? Tout ce qui est déstabilisation, tout ce qui, je ne sais pas, j'ai lu un peu. Il y a sa nièce là, celle qui est DG de Puma Energy ou Petosi ou que sais-je là. Est-ce que vous avez vu ces échanges depuis 2012 déjà avec Epstein? Est-ce que vous savez que Epstein est venu en Côte d'Ivoire? Il sait que vous avez vu la photo. Il a été invité à manger, à dîner avec Amé Bakayoko. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Bon, on dit Epstein, non? Pourquoi la Côte d'Ivoire? Vous avez vu qu'avec cela, la Côte d'Ivoire qui jouissait quand même d'une certaine honorabilité, d'une certaine respectabilité, mais est traînée dans la boue. On nous cite dans tous les scandales mondiaux. On est dans les Panama Papers, on est dans le dossier de Epstein, on est dans les déstabilisations, on est dans tout ce qui est... Pourquoi? Parce que nous n'avons pas des hommes d'État. Ce sont des véritables mafieux. Les gens de la mafia ne s'inquiètent que de leur bien-être. Ils s'en foutent du reste. C'est une véritable mafia qui est là. Donc, qu'est-ce que les Ivoiriens peuvent espérer d'une mafia? Et puis on se plaint. On a problème. On ne mange pas. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas courant. Et on ne peut pas se loger. Qui vous a dit que la mafia gère tout ça là? La mafia cherche où ils vont aller pour manger. En tout cas, c'est sur ce dernier point-là que moi je voulais vous laisser. Je vais revenir sur le dossier du café cacao. Je vais expliquer ce qui se passe. Vous allez avoir des larmes ici. Et puis, ils n'ont même pas honte. Oh non, vraiment. Ils ont arrêté les 2 responsables des différents... Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait? Pourquoi on a eu ce blocage-là? Pourquoi le cacao est resté stocké au port? Et quelle a été la réaction des différents syndicats, des planteurs? Et est-ce que l'acte posé, qui est de les emprisonner là, je vous ai dit que comme ils n'ont pas de solution, quand vous posez un problème, ils vous mettent en prison. Je ne vous ai pas dit ça. Les représentants des syndicats, les deux papas là, ils sont en prison. Mais je vais vous dire quelles sont les revendications. Ce n'est même pas des revendications qu'ils ont fait. Ils ont dénoncé une situation, mais qui est claire. Pourquoi on les met en prison? Est-ce que ce qu'ils ont eu à dire là, c'est faux? Est-ce que tel qu'on a eu à faire le procédé là, pour acheter le cacao en avance et tout ça là, est-ce que la structure qui a été copie, est-ce que tout ça là, ça s'est fait dans les règles de l'art? Pourquoi on arrive à ce point de blocage là? Et qui est derrière tout ça? Vous allez voir que... Et c'est eux là qui vont nous diriger 25 ans.
C'est fort, hein. Et ce que Photocopie est en train de faire en ce moment, vous savez que Ouattara n'est pas Abidjan. Ce que Photocopie est en train de faire en ce moment, vous voyez un peu, je dis, jusqu'où ils vont nous emmener là. Ce qu'il est en train de... Parce que le vrai problème, bon, ça me fait parler beaucoup. C'est bon, mon temps est arrivé, je vais pas aller plus loin. Merci beaucoup. Merci à ceux qui ont tapoté. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci d'être connectés. Hein? Chaque soir, moi, je suis là. Il y a un soleil qui... On se supplée. Soleil fait la journée. Hein? Moi, je fais le soir. Et puis après, on fait le point. On débat sur les thèmes par rapport à ce sur quoi on doit intervenir et tout ça. Donc, je crois que demain, il prend le relais. Moi, le soir, je serai là. Et puis, moi, c'est 1 heure. Lui, il va un peu plus, mais moi, c'est 1 heure. Donc, abonnez-vous à mon frère Soleil Gavan. Suivez aussi mon frère T800. Voilà, suivez mon frère T800. Suivez... ouais, T800, bon, faut pas que j'oublie, hein, parce qu'il y a beaucoup, il y a monsieur le ministre. En tout cas, il y a tous ces vétérans-là, ces grands amis. Je veux parler aussi de nos Amazones, Annie, Majo, Emmanuela, Ja, Kémy Tassumé, La Radicalisée, Conscience Nouvelle, les frères La Cocaille. Vraiment tout le monde. Faut pas que je cite et puis j'en oublie d'autres. Restons ensemble. Nous sommes les enfants de Laurent Gbagbo. Ils comptent sur nous. Vous voyez, il y a nos amis qui agissent par émotion. Voilà, ils agissent par émotion. Ils pensent que la lutte, c'est une affaire de Starmania. Ils pensent qu'un engagement politique, c'est venir se faire voir. Ils pensent qu'un engagement politique, c'est juste parce que, comme vous avez une certaine audience, vous pouvez manipuler les informations comme vous voulez. Ils pensent qu'un engagement politique, c'est de la starmania. Et ça fait jouer les émotions. Ça met en berne les méninges. La lutte, là, en elle-même, elle fait son tri. Voilà. Donc, ne vous laissez pas distraire par toutes ces fausses communications des gens qui seraient soi-disant dessus. Voilà, ils ne peuvent rien créer. Ils n'ont jamais rien créé. Voilà, regardez les combattants dont j'ai cité les noms là, qui tiennent bon. Voilà, ils sont restés droits dans leurs bottes. Ils n'ont pas changé. Ils maintiennent la lutte. C'est eux là qu'il faut rester avec eux. C'est eux là qu'il faut booster, il faut accompagner. En tout cas, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous garde tous, s'il me donne encore la force. Demain, n'oubliez pas, je vais parler de la filière café. Je vais vous expliquer terre à terre. Tel que je vous ai expliqué le fonctionnement du système monétaire, du CFA, et pourquoi est-ce que quand l'AES va sortir du CFA, ça va faire très mal. Est-ce que vous avez vu que ce que la Russie a dit est vrai concernant le fait que Macron a décidé de passer vraiment à la vitesse supérieure en s'attaquant de façon frontale aux différents régimes de l'AES. Ça a été acté aujourd'hui par la mort de Saïf Islam. Vous voyez, Saïf Islam, c'est le fils de Kadhafi. Ok? Saïf Islam, quand son père a été tué, il a été arrêté. Mais vous savez qu'il est arrêté. Saïf Islam, après, il a recouvré la liberté. Mais injonction a été donnée à Saïf Islam de ne pas retourner en Libye. Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que la Libye est partagée en plusieurs territoires dominés par des différentes factions rebelles et tout et tout. Il y a un groupe qui est foncièrement nationaliste avec le général Haftar qui a décidé de prendre langue avec la Russie. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils ont compris que en l'état là, la Russie, si elle reste, la Libye, si elle reste en l'état, bien évidemment, plus jamais elle ne va se relever parce que tous les territoires occupés par les autres factions rebelles le sont sous le contrôle, en fait, de ce que vous connaissez les Occidentaux, qui profitent pour exploiter de façon abusive et sans autre forme de procès toutes les richesses libyennes. Ok? Donc, Haftar a décidé de s'appuyer sur certains partenaires très costauds pour essayer de remettre, en fait, les pays sur les rails. Mais les Libyens ont un bon souvenir de Kadhafi et Saïf Islam, c'est quelqu'un qui est foncièrement dans la lignée de son père. Mais il a été interdit à Saïf Islam de retourner en Libye.
les garanties lui en ont été données. Saïf Islam avait commencé un gros travail très important. Est-ce que vous voyez? Parce que si toute cette... En tout cas, l'avertissement de la Russie qui dit clairement que les gens vont s'en prendre directement au régime, donc aux détenteurs des différents régimes du pays de l'AES, c'est ce que vous venez de voir avec la mort de Saïf Islam. C'est une grosse bête, c'est un gros coup de frein à un grand projet qui est en cours. C'est pour ça que Tiani est sorti pour dire clairement ce qui va se passer. Non, le général Tiani n'a pas parlé sur le coup de l'émotion. Hein. Détrompez-vous. Il n'a pas parlé sur le coup de l'émotion. IB, le général, le président du truc, quand il parle de l'hiver noir et qu'il y a une guerre qui va se transposer, pourquoi pas en Afrique du Nord, mais il précise clairement dans la région ouest-africaine. Mais qui va transposer la guerre? Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Si vous remarquez bien, lors de la création de la Banque de la Confédération du développement des États d'Afrique de l'AES, des États de l'AES, ils ont mis en place un fonds de roulement, donc un capital de 500 milliards pour la banque, donc le fonds d'investissement. Les 500 milliards ont été décaissés. J'en veux pour preuve l'interview du ministre, là, j'oublie le nom. J'ai suivi ça. Ce n'est pas tout. Chaque État membre de l'AES doit décaisser 10 milliards par an. Qu'est-ce qui s'est passé? En plus des 500 milliards qui ont été décaissés, les 10 milliards là, que chaque État doit verser par an là, l'ont été. Donc en fait, la machine de la création de la monnaie de l'AES est actée. Ce qui a valu la mort à Kadhafi là, c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. C'est vers ça que l'AES s'en va. Donc, ce sera très tendu. Ce sera très tendu. Donc, les gars aussi ont décidé de passer à l'action. Pourquoi? Sortir du franc CFA, je vous ai expliqué le manque à gagner pour la France. Surtout de ces trois pays-là. Vous savez, tout le monde sait, les 50% des devises étrangères reversées dans le trésor français, la manne financière que ça. Parce que ce sont des réserves que nous versons, mais que la France utilise à son profit. Ok? Mais qui est un gros manque à gagner pour les États africains, pour nos économies. On le fait juste pour garantir une parité euro-CFA. C'est tout. Pour ne pas qu'il y ait des fluctuations bizarres qui disent, bon, aujourd'hui, 1 euro fait 200 francs CFA ou 1 euro fait 2000 CFA, par le fait que nous reversons près de 50% de nos réserves d'échange au trésor français, ça nous permet au moins de garantir cette parité-là. Mais est-ce que ça nous arrange? Puisque les réserves d'échange que nous versons là, ce n'est pas seulement la monnaie. Si c'est la monnaie, bon, ce n'est pas seulement la monnaie. Il y a aussi quoi? Nos ressources qui rentrent en ligne de compte. Et tout ce que nous gagnons là, 50% c'est à eux. Mais ça profite à qui? Et puis c'est pas tout. On bat monnaie où ça? La monnaie là, on la bat où? C'est en Afrique. Est-ce que vous savez combien coûte un billet de 2000 qu'on crée? Un billet de 10 000. Est-ce que vous savez combien de milliards sortent de leur usine qui est... Oh, l'usine où on fait le CFA là. Est-ce que vous savez ce que ça nous coûte? En tout cas, il va m'arrêter là. Et moi, je me connais. Il a parlé, pas m'arrêter. Donc, merci beaucoup. Rappelez-moi demain, je vais parler de le problème dans la filière café-cacao là. On va expliquer ça. Ce qui se passe. Tout le monde va savoir ce qui se passe réellement. Comment est-ce que ces gens-là, c'est des maudits même. Merci beaucoup. Dieu vous garde. Merci d'avoir suivi. Et puis, on s'attrape demain. Dieu voulant. Merci. Ciao, ciao.